Bonjour, bienvenue. Je vais me présenter. Je suis Frédéric Bisson. Alors, le jour, je travaille à la ville de Rouen. Et le soir et sur mon temps libre, je suis dans une association qui s'appelle Échelle Inconnue. Et dans le Hackerspace Ventre nous. Et c'est dans ce cadre-là que je fais cette présentation qui s'appelle Google est mon ami. Alors comme on m'a fait remarquer il y a quelques instants, Google est mon ami, c'est ironique. Alors pourquoi Google est mon ami? Ceux qui sont sur Internet depuis un petit moment s'en rappellent peut-être. Au début des années 2000, quand vous demandiez à un informaticien ou quelqu'un qui s'y connaissait en informatique, alors c'est quoi ceci, c'est quoi cela, etc. Généralement, on vous répondait assez facilement, Google est ton ami. Sous-entendu, il y a Google, démerde-toi, tape ta recherche et Google va la trouver. Pourquoi? Parce que Google a un grand niveau de pertinence généralement dans les résultats. Et c'est comme ça que Google, en fait, est devenu notre ami. Parce qu'il est entré dans notre vie, il connaît plein de choses sur nous, et justement, on a oublié de se poser des questions à son sujet. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'il gagne à être mon ami? Qu'est-ce que je gagne à être son ami? Et est-ce que c'est une amitié saine? Alors on va repartir d'assez loin, on va partir du Minitel. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une petite marotte autour du Minitel. On va parler des débuts de Google, ce qui est devenu Google aujourd'hui, les services qu'ils mettent à disposition, des pistes pour essayer de s'en dépatouiller et faire une introduction sur le RGPD. Alors comment est-ce qu'on est passé du Minitel à Google? En 86, Coluche, dans un sketch, disait en URSS, il y a aussi la télé dans toutes les chambres, mais c'est elle qui vous regarde. Là-bas, dans les bureaux, t'as pas le droit d'arroser les micros parce que ça fait rouiller. T'as pas le droit d'arroser les fleurs, ça fait rouiller les micros. En 86, on se moquait beaucoup, effectivement, de cet aspect surveillance de l'URSS. Sauf que, on est quand même allé au-delà de ce point-là. Alors au temps du Minitel, donc à l'époque de Coluche, pour rechercher des informations ou des services sur Minitel, il y avait trois moyens. Il y avait l'annuaire papier, donc exactement comme le bottin téléphonique, mais en plus régulier, hein, puisque si le nombre d'abonnés téléphoniques se montait à quelques millions, le nombre de services Minitel, c'était quelques dizaines de mille, c'était pas plus que ça. On en trouvait aussi dans les magazines et les hors-séries des magazines, et très vite aussi sur le kiosque, sur le 3615, en fait, on pouvait taper le nom d'un service. C'était parfaitement adapté à leur époque, puisque le Minitel avait de gros défauts par rapport à Internet, par rapport au web. C'est que la navigation était peu automatisable, il n'y avait pas d'hyperlien, donc on ne pouvait pas passer d'un service à un autre, c'était pas possible. Le nombre de services était limité à l'époque, et surtout, l'indexation, ça prend du temps, et le temps sur le Minitel, ça coûte énormément. Pour ceux qui ont eu un Minitel, le 3615, on était à 50 francs de l'heure, 11,50 € de l'heure aujourd'hui. Donc ça chiffre très vite. En 89, Tim Berners-Lee, le petit monsieur qui est en bas à droite, qui travaille au CERN, crée le web. Alors à l'époque, c'est vraiment pour stocker des documents à l'intérieur du CERN et pour distribuer les documents. En 93, il y a le premier web crawler. Alors, il y a pas mal de termes techniques, je vais essayer la plupart du temps de les présenter, de les expliquer. S'il y a un terme qui vous échappe, n'hésitez pas à me demander, puisque comme je suis énormément technique, je baigne dedans. Donc pour moi, il y a des choses qui me paraissent évidentes, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors un web crawler, c'est un programme qui va naviguer de page en page, qui va télécharger la page, regarder tous les liens qu'il y a dedans, et qui va récupérer les pages des liens, etc. Donc c'est juste un programme qui se balade sur Internet. Donc ça a été inventé en 93, et pour la petite anecdote, son créateur Matthew Gray travaille depuis 2007 chez Google. En 94 est créé Yahoo. Alors Yahoo, c'est un petit peu le kiosque 3615 adapté à Internet. C'est-à-dire que c'est un gros répertoire de sites catalogués humainement.
Et très très vite, comme le web explose, la recherche devient un élément essentiel pour accéder au web. En 1994, vous avez l'ICOS, pour ceux qui s'en souviennent. Va chercher mon ICOS. Donc c'est un des premiers moteurs de recherche. En 1995, vous avez AltaVista qui est créé. Alors c'était plutôt une démonstration d'un savoir-faire technologique de la société DEC. Donc là, ils vous sortaient à l'époque des ordinateurs avec des énormes bases de données. Et AltaVista, c'était 20 serveurs pour 2,5 teraoctets de RAM. Alors un teraoctet, c'est 1000 milliards de caractères. Et 10 teraoctets de disque, en stockage, vous aviez 10 000 milliards de caractères stockés. Donc c'est des chiffres qui ne sont pas forcément parlants, qui aujourd'hui sont plutôt dans la moyenne basse pour ce type d'application. Mais à l'époque, en 1995, l'informatique évolue très rapidement. En 1995, c'était quelque chose d'énorme. Pourquoi énorme? Parce qu'il y a des gros défis à relever, parce qu'il y a une quantité énorme de documents qu'il va falloir parcourir, indexer, stocker, rechercher, rafraîchir, puisque évidemment les documents se mettent à jour, donc il faut que le moteur de recherche revienne pour voir ce qui a été modifié, mettre à jour ces données. Vous avez des documents qui sont aussi beaucoup plus complexes que sur Minitel. Vous avez plein de langues différentes, vous avez des jeux de caractères différents, donc entre l'alphabet cyrillique, le grec, les katakana, les hiragana, les kanji, etc. Vous avez aussi des homonymes, des fautes d'orthographe, puisque les documents ne sont jamais parfaits. Vous avez aussi des formats de documents qui sont un peu différents. La pertinence des résultats aussi, puisqu'un même mot peut avoir une signification différente pour deux personnes. Si vous parlez à un informaticien de bus, il va tout de suite avoir en tête l'image d'un composant d'un ordinateur. Si vous parlez de bus à quelqu'un d'autre, c'est un bus dans la rue, c'est des véhicules. Et aussi, on est à une époque, dans les années 90, où ça évolue aussi énormément au niveau des algorithmes et des normes en vigueur. De façon plus terre à terre, il y a aussi des gros problèmes en matière de panne, en matière d'obsolescence et de mise à jour, puisque le serveur doit être disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le matériel, en plus, en 95, il faut savoir que le matériel évoluait encore plus rapidement qu'aujourd'hui. Donc, en 2 ans, vous aviez un matériel qui devenait très rapidement obsolète. Qui dit aussi beaucoup de choses à calculer, dit puissance de calcul énorme. Donc, consommation électrique. Et les ordinateurs de l'époque étaient beaucoup moins puissants que les ordinateurs d'aujourd'hui, donc ça consommait encore plus. La connexion Internet, pour souvenir, l'ADSL, que beaucoup utilisent probablement aujourd'hui, est arrivée en 99. Donc c'était si vous vouliez parcourir le web, il fallait une connexion dédiée, donc quelque chose qui coûtait énormément cher à l'époque. Il faut aussi faire gaffe aux tricheurs, aux problèmes de sécurité. Et surtout, le gros problème, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça. Parce que je vous rappelle que Minitel, le service, le Minitel, vous rapportiez 11,50 € de l'heure. Avec 30% pour France Télécom et le reste pour le fournisseur du service. Là, sur le web, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a rien. C'est dans ce contexte-là qu'arrive Google. Alors ça, c'est le tout premier logo de Google, ils ont quand même évolué au niveau graphisme. En 1995, vous avez Larry Page, Sergey Brin, qui se rencontrent à Stanford, dans la Silicon Valley. Il n'y a pas de mystère là-dessus. En 1996, ils collaborent sur 3 projets. Un robot d'indexation. Le robot d'indexation, c'est un web crawler, donc c'est un programme qui va sur Internet, mais qui en même temps va aussi indexer, donc analyser chaque page qui va être récupérée. Vous avez aussi l'invention de l'algorithme PageRank, donc du nom de Larry Page, et le moteur de recherche Backrub, qui est l'ancêtre du moteur de recherche de Google. Et ça se lance assez vite. En 1997, Google.com est réservé. En 1998, il s'installe dans un garage, alors garage américain, c'est pas le petit garage comme on a en Europe. Et en 1999, là c'est le décollage. En février, ils sont à 500 000 recherches par jour. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, donc 20 ans plus tard, Rouen.fr, le site de la ville, tourne aux alentours de 4 000 à 5 000 visiteurs par jour. Donc on a quand même un rapport de 1 à 100, même en 20 ans. En mars, ils déménagent à Palo Alto. En juin, ils sont déjà à 25 millions de dollars de capitaux propres. En août, ils sont à 3 millions de recherches, x6, en quelques mois.
Et en septembre, il déménage à Mountain View, donc c'est la photo que vous avez en bas, qui n'est peut-être pas forcément super parlante, qu'on appelle le Googleplex. Un complexe très, très moderne, très énergie verte, très agréable. Alors, pour se remettre aussi dans le contexte de l'époque, comment ça fonctionnait un moteur de recherche. Vous avez le petit robot d'indexation, donc qui va visiter chaque page, qui va lire donc, toutes les pages qu'il peut trouver. Et dans les pages, il va repérer, en fait, il va découper, il va repérer les mots. Donc, il va repérer que hibou apparaît sur la page A, sur la page B, ou la page X, Y, Z, joujou seulement sur la page C, etc. Donc il fait un petit récapitulatif de toutes ces informations, et il collecte aussi ce qu'on appelle des métadonnées, donc la date où il va collecter tout ça, la langue qui est utilisée dans le document, la date de dernière mise à jour, le format, les en-têtes, etc. Donc là on est vraiment sur quelque chose de basique, mais qui pose problème encore, puisque ça ne nous permet pas, par exemple, de distinguer des expressions comme pied de biche, donc qui n'a aucun rapport avec l'animal. L'importance sémantique des mots, il y a des mots qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, le, l'allé sont généralement peu importants. Vous avez aussi le glissement sémantique, c'est-à-dire que vous avez des mots qui, au fur et à mesure du temps, vont changer de sens. Par exemple, si vous prenez le mot typographie, ceux qui sont nés dans les années 40-50, ont connu l'impression typographique, donc qui était vraiment un procédé d'impression. Aujourd'hui, le mot typographie, ça désigne le dessin des caractères. D'accord, c'est vous qui voilà. ça. Donc vous avez ce genre de glissement sémantique. Les fautes d'orthographe, et savoir si une information c'est de l'actualité ou de l'info pure. Donc l'actualité, généralement, c'est quelque chose qui est important sur le moment, mais qui perd très vite de l'intérêt avec le temps, au contraire de l'information. Alors PageRank, c'est un algorithme donc, qui a été mis en œuvre par Larry Page, qui va calculer la popularité d'une page. Donc avant, pour donner une page sur un moteur de recherche, on regardait s'il y avait tel ou tel mot qui apparaissait, si le mot apparaissait plein de fois, et on faisait remonter plus ou moins les pages en fonction de ça. Avec cet algorithme, on va travailler autrement, c'est-à-dire qu'on va faire remonter une page si elle est beaucoup, on dirait aujourd'hui likée, si elle est beaucoup référencée sur d'autres sites. S'il y a plein de sites qui parlent d'une page, bah, généralement c'est que la page est populaire. Donc on va la faire remonter dans les résultats. Avec Google évidemment qui se prend la meilleure part du gâteau. C'est un algorithme qui est encore utilisé aujourd'hui, mais comme on peut tricher avec, il est accompagné de beaucoup d'améliorations et beaucoup d'autres algorithmes pour pouvoir corriger ses résultats. Bon, la pertinence doit encore être améliorée. Ça, c'est le premier problème. Sauf qu'on n'a toujours pas résolu le problème du modèle économique. On ne sait toujours pas comment gagner de l'argent avec ça. Donc ça, c'est le Googleplex. C'est au Google aujourd'hui. Ils sont à fond dans les algorithmes et dans le traitement de données. Donc, ils vont faire de l'analyse fine des pages qu'ils vont visiter. Ils vont contextualiser le menu, ils vont analyser la structure. Ils vont personnaliser les résultats. C'est-à-dire qu'une même recherche ne va pas donner les mêmes résultats en fonction de qui l'a fait. Petite anecdote, lors d'un de mes travaux précédents, j'ai vu quelqu'un qui disait à ses collègues « Eh, vous avez vu, quand je tape le nom de telle collègue féminine, je tombe sur des photos de femmes à poil. » Là, vous aviez d'autres collègues féminines qui tapaient la même chose, qui tombaient sur des photos de vacances, des trucs qui n'avaient rien à voir. En fait, Google avait repéré que cette personne-là recherchait souvent des femmes dénudées, et donc, bah, quand il cherche un nom de femme, il lui en sert des photos de femmes dénudées. Donc ça l'a un petit peu grillé aussi au niveau de son service. Il y a aussi donc, le problème du chat et de la souris, c'est-à-dire que vous avez un petit jeu des personnes qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, l'optimisation du moteur de recherche. Donc il y a des personnes dont le métier est de pouvoir vous aider à faire en sorte que votre page remonte en haut des résultats de recherche.
Parce qu'on sait que les gens, quand ils tapent un mot, généralement, ils vont trouver leurs résultats dans les trois premières lignes. Les pages qui sont après, ou les recherches qui sont après, sont généralement ignorées. Donc le but, c'est de faire remonter le client le plus haut possible. Donc vous avez un petit jeu du chat et de la souris où il y a on va dire les méchants qui cherchent à trouver des arnaques pour pouvoir tromper le moteur de recherche de Google. Ah oui, oui, ça. Et Google qui va essayer de le repérer et tout d'un coup, poum, va changer tous les algorithmes et va impacter justement ce qu'on appelle le référencement des pages. Et donc vous avez des sites qui vont perdre des visiteurs parce que ce modèle-là a changé. Et le modèle économique pour Google, ils l'ont trouvé. Les clients de Google, ce sont des annonceurs. Et le produit de Google, c'est vous. C'est-à-dire que le but de Google, ça va être de vendre votre visibilité, vendre votre personnalité à des personnes qui veulent l'acheter. Pour ça, il faut collecter un maximum de données personnelles sur vous, pour pouvoir vous cibler, et pour vous offrir le meilleur service. Puisque le but, c'est que vous continuiez à confier vos données à Google, même si derrière, Google va vous cibler pour vous fournir de la pub. Et qui dit maximum de données, dit aussi maximum de traitement. Alors Google, aujourd'hui, c'est 15 data centers à travers le monde, la grosse majorité aux États-Unis. Il y en a aussi un gros paquet, enfin 4 en Europe. Alors, pour vous aider à vous représenter un petit peu ce que c'est, Google, c'est entre 900 000 et 2 millions de serveurs. C'est une estimation puisque Google ne communique pas sur ces chiffres-là. Donc c'est déjà quand même quelque chose d'énorme. Sachant qu'un data center, c'est plusieurs bâtiments, et qu'un bâtiment, c'est 75 000 serveurs. Avec ce qu'on appelle une bande passante de 100 Teraoctets secondes. Alors 100 Teraoctets secondes, il faut imaginer que vous faites passer 100 000 milliards de caractères à la seconde dans leur data center. C'est quelque chose qui est complètement énorme. S'ils consomment 2,6 gigawatts d'énergie renouvelable, on n'a pas les chiffres sur les énergies fossiles. Et pour la petite anecdote, il y a une ferme d'éoliennes qui a été construite en 2010 dans l'Iowa, et Google s'accapare les 100 et quelques mégawatts d'électricité que produit cette ferme d'éoliennes. Alors tous ces chiffres-là, hein, sont des chiffres qui sont donnés par Google eux-mêmes. Il n'y a pas trop de secrets là-dessus. Alors, quels sont les services que Google va utiliser pour vous appâter? Je pense que vous en connaissez quand même la plupart. Le premier, donc les services pour vous appâter, ils vont miser sur la gratuité, la simplicité, les performances, le taux de disponibilité. Il faut savoir que Google, en matière de disponibilité, a l'une des disponibilités les plus importantes au monde. Techniquement, quand un informaticien veut tester si la connexion Internet marche, il va sur Google. En gros, si Google ne répond pas, c'est pas Google qui ne marche pas, c'est la connexion Internet. Donc, Google est une référence de ce point de vue-là. Et en plus, c'est facilement insérable dans les pages web des utilisateurs. Alors, très vite, ils ont joué sur la simplicité. Ça, c'est Google au début des années 2000. Et les autres moteurs de recherche, vous voyez qu'ils sont un petit peu moins simples. Et ça Google a complètement détonné en arrivant donc, avec aussi peu d'informations. Par contre, ça leur a permis justement d'être hyper performants. C'est-à-dire que leur page s'affichait très vite. Les données que Google va collecter sur vous. Alors là aussi, il n'y a pas de secret. Si vous vous rendez sur privacy.google, etc., ils vont vous dire précisément tout ce qu'ils collectent sur vous. Donc, ce que vous faites, que ce soit les recherches, les sites web consultés, les vidéos visionnées, les annonces visitées, votre situation géographique, votre matériel, votre adresse IP, les cookies, etc. Ce que vous créez, donc si vous utilisez Gmail, si vous utilisez les contacts, l'agenda, les photos, les vidéos, les Google Docs, etc. Et ce qui vous rend aussi unique. Google va stocker votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe, votre date de naissance, votre sexe, votre numéro de téléphone, votre pays. Et un peu plus.
ce que la plupart des gens voient généralement de Google, c'est Google Search. Alors Google Search, pardon, c'est ce qu'on appelle communément Google, c'est le moteur de recherche. Et c'est le moteur de recherche le plus pertinent, le plus rapide qui soit. Puisqu'il a quand même 30 000 milliards de pages indexées derrière, 20 milliards de sites visités par jour. L'un des plus gros visiteurs en fait, par exemple du site forum.fr, c'est Google. Bien avant les visiteurs classiques. C'est 3,3 milliards de requêtes par jour. C'est le monopole des recherches. 94% des recherches dans le monde sont faites via Google. 98% sur mobile. Donc avec le mobile, ça s'est encore amplifié. Et Quant, en comparaison, donc le moteur de recherche franco-européen, est à 0,58% des recherches. Donc sans aucune commune mesure. Et c'est aussi le moteur de recherche par défaut dans Firefox, dans de Google Chrome et aussi sur Android. 92% des recherches menant à roman.fr passent par Google. Android, alors, sauf si vous êtes sur iPhone, mais généralement c'est votre téléphone ou iPhone ou Windows. Mais la plupart des mobiles sont sur Android. C'est un système d'exploitation que Google a développé et qu'il distribue gratuitement auprès des fabricants. Donc chaque fabricant prend Android, le configure, lui ajoute des petites choses et l'installe sur son téléphone. C'est le monopole mondial aussi, 88% des téléphones sont sur Android, alors qu'il n'était que 1,6% en mars 2009. En 10 ans, vous avez une progression fulgurante. Et avec Android, contrairement avec un ordinateur de bureau, vous avez une connexion maximale avec les services de Google. Donc, votre agenda, vos contacts, vos applications, votre drive, vos vidéos, votre géolocalisation, tout ça, c'est complètement connecté à votre compte Google. Et donc, ça se retrouve sur les ordinateurs de Google. C'est ce qui vous permet, notamment si vous cassez votre téléphone ou si vous changez de téléphone, juste en tapant votre mot de passe Google, de retrouver la plupart de vos informations directement sur votre nouveau téléphone. Donc Google est avec vous tout le temps, et il vous suit même à la trace, même si la géolocalisation est désactivée, même s'il n'y a pas de carte SIM, même si aucune application n'est installée. Ah oui, ils sont forts là-dessus. Ils utilisent tous les moyens possibles, donc que ce soit le GPS, l'adresse IP, les antennes des opérateurs, le Wi-Fi, le Bluetooth qui est à côté. Tout ça, ça leur permet de repérer où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire. Vous connaissez aussi Google Maps, je pense. Le service de cartographie le plus rapide du monde, qui en plus vous permet de visiter, de voir vraiment la rue telle qu'elle est. Donc Google a traversé un petit peu toute la planète avec ses voitures. Vous avez peut-être déjà vu de temps en temps une voiture avec un gros patatoïde au-dessus du toit. Ils prennent des photos tout le long du parcours. Et il y a même quelques années, Google enregistrait les réseaux Wi-Fi sur le parcours. Voilà. Donc ils savaient que tel réseau Wi-Fi se trouvait à tel endroit. Donc si vous étiez à côté de tel réseau Wi-Fi, donc vous étiez forcément dans cet endroit-là. Et c'est embarqué sur de nombreux sites. Donc même quand vous êtes sur un site qui vous présente une carte de Google, ben Google sait que vous avez visité ce site-là. Quand vous combinez Android et Google Maps, alors là, c'est magnifique. Donc Google sait où vous êtes, où vous avez été, quand vous y étiez, connaît vos habitudes, les lieux que vous fréquentez le plus, combien de temps vous y êtes resté, les enchaînements de lieux que vous avez fait, si vous êtes passé de tel endroit à tel endroit. De temps en temps, il va même vous demander ce que vous avez pensé de tel endroit. Alors ça, c'est peut-être pas forcément super lisible, mais c'est mon compte Google, il y a quelques années. Donc là, vous avez Rouen, avec la Seine. Donc il a vu que j'étais souvent place du Général de Gaulle, c'est normal, j'y bosse. Que je fais mes courses chez Lidl, que j'allais dans la forêt de Londres-Rouvet, que j'allais chez Échelle Inconnue, que j'étais aussi au Musée national de l'éducation, que j'allais au Castorama d'Arnetal. Même si le portable est éteint. Ah bah alors, oui, ça là, marche. officiellement,
c'est à partir du moment où vous acceptez. Alors, quand vous achetez un téléphone tout prêt configuré, généralement, il a déjà accepté pour vous. Il faut y aller de manière volontaire. Il faut y aller vraiment directement pour lui dire non, je ne veux pas que vous collectiez mes données. Mais même dans ce cas-là, si on éteint le portable... Alors, si le portable est complètement éteint, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si vous avez juste allumé votre portable, et que même si vous n'êtes pas connecté sur votre opérateur, il enregistre quand même au fur et à mesure. Dès qu'il peut trouver quelque chose pour vous géolocaliser, il va le faire. Ça permet que quand vous allez rechercher par exemple quelque chose, par exemple sur Google Maps sur le téléphone, si vous lui demandez un itinéraire, il ne va pas vous géolocaliser, je ne sais pas, au Pakistan ou en URSS, ou en Russie, pardon. Il va vous mettre dans un endroit qui est plus ou moins là où vous êtes. Puisqu'il sait plus ou moins où vous êtes. Gmail? Qui utilise Gmail? Voilà. Donc une messagerie parmi les plus performantes, qui vous offre 15 gigaoctets d'espace. Donc ça c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, à la mairie de Rouen, on n'a même pas 500 mégaoctets d'espace. Voilà. Donc, et là c'est plus rapide et gratuit. Vous avez l'un des meilleurs anti-spam. En plus, vous pouvez rechercher dans vos mails grâce à l'odeur de recherche Google. Pas encore plus vite que sur votre propre messagerie. Mais bien sûr, pour ça, il faut que toutes vos correspondances soient lues et analysées par les ordinateurs de Google. Donc, dès que vous allez faire des projets d'achat, d'investissement, même quand vous recevez votre nouveau mot de passe, vous voulez plus ou moins de vous, des photos, etc., tout ça, Google l'analyse au moment où vous êtes sur Gmail. Google Agenda, donc, ça c'est un petit peu moins visible, mais généralement quand vous avez sur votre agenda tel jour, telle heure, je fais ceci, Google sait que tel jour, telle heure, vous faites ceci. Donc, vous connaissez aussi vos rendez-vous, vos centres d'intérêt. Google Chrome, qui c'est qui utilise Google Chrome? Voilà. Bon. Alors il y a deux modes. En mode non connecté, il va enregistrer vos préférences linguistiques, il va faire de l'assistance à la navigation, il va des statistiques d'utilisation. Et quand vous êtes identifié, donc le navigateur lui-même sait que vous êtes identifié, il va automatiquement vous synchroniser avec votre compte Google. Donc tous les sites que vous allez visiter, il va enregistrer le site que vous avez visité. C'est pour ça que si vous êtes connecté sur votre téléphone, vous faites une recherche, et que sur votre PC vous êtes aussi connecté sur Google, dès que vous allez commencer à refaire la même recherche, il va tout de suite vous la trouver. Parce qu'il a enregistré, il garde tout ça sur ses serveurs. Et il y a une nouvelle fonctionnalité de Google Chrome qui s'appelle Data Saver, qui permet même à Google de naviguer sur le site web que vous visitez pour vous, avec Google Chrome. Donc en gros, vous êtes chez vous, vous avez une connexion internet qui n'est pas forcément top, mais vous avez un serveur en plus qui est encore plus lent. Google, comme il a gardé une trace des pages de ce serveur, va être capable de vous les redonner. YouTube, donc ça, la plus grosse plateforme de partage de vidéos, 30 millions d'utilisateurs par jour, 5 milliards de vidéos visionnées par jour, donc 1 milliard sur mobile, 300 heures de vidéos ajoutées par minute. On va dire que vous ne verrez jamais la fin de YouTube. Donc forcément, Google sait ce que vous aimez, ce que vous détestez, ce que vous partagez. C'est pour ça aussi qu'il y a des fois, vous avez toujours l'impression de tourner un petit peu en rond et de voir toujours les mêmes vidéos, puisqu'il a tendance à toujours vous proposer le même genre de vidéos. Typiquement, comme ce n'est pas le genre de vidéo que je vais regarder sur Internet, très peu souvent, Google va me proposer des vidéos à contenu raciste ou nazi ou autre, alors qu'il y en a quand même un gros paquet sur YouTube. Parce que c'est pas dans les centres d'intérêt. Voilà. Et aussi, il est embarqué sur de nombreux sites. Encore une fois, Google autorise ce genre de choses. Les Google Docs, donc c'est un équivalent, une suite bureautique en ligne qui est un équivalent de Microsoft Office. Vous pouvez éditer à plusieurs documents, donc Google sait ce que vous allez faire et à quel moment. Et forcément, ce sont aussi des documents qui sont indexés par Google. Les Google Forms, vous avez possibilité de créer des petits formulaires pour envoyer à des personnes, pour leur demander,
qu'est-ce que vous voulez faire tel jour, telle heure pour telle sortie, voilà, vous pouvez donner des résultats, et chaque personne va répondre. Ce sont aussi des données qui sont collectées par Google. Google Assistant, donc ça c'est les enceintes connectées qui sont un petit peu à la mode en ce moment. Donc c'est le fameux assistant vocal bidirectionnel. On dit OK Google, Google nous répond. Le but étant de rendre complètement instinctif l'utilisation de Google, c'est-à-dire que vous posez l'enceinte là et c'est ni plus ni moins qu'un esclave, tout simplement, qui est là à vos ordres. Et pour ça, il faut qu'il vous écoute en permanence. Et donc en permanence, il faut qu'il analyse tous les sons, tous les sons qu'il y a dans la pièce, en permanence. Bon. Il y a eu récemment le cas de l'enceinte d'Amazon, où on a appris que Amazon, en fait, pour entraîner son intelligence artificielle, faisait écouter les bandes son à des humains. Donc en gros, il y a des personnes qui ont probablement entendu plein de conversations dans la pièce où se trouvait l'enceinte d'Amazon. Je ne sais pas si Google fait la même chose, mais ce ne serait pas non plus délirant de le penser. Le Play Store, donc là c'est où vous allez chercher toutes les applications quand vous avez un téléphone Android. Forcément Google sait qu'est-ce que vous installez. Donc si vous installez des applications de jeux, si vous installez des applications de fitness, etc. Sur quels appareils vous les installez, vos goûts, l'évolution de vos goûts aussi, puisque au fur et à mesure que vous vieillissez, vous avez peut-être d'autres centres d'intérêt que les jeux. Alors Google+, pour ceux qui l'ont connu, donc ça c'est le réseau social qui se voulait concurrent de Facebook, mais qui n'a pas eu le succès escompté. Pourquoi Google l'a créé? C'est parce que Facebook limite fortement l'intrusion de Google sur son site. Puisque Facebook, Google, c'est le même combat. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir le maximum de données personnelles. Donc ils l'ont fermé le 2 avril 2019. Google n'est pas toujours gagnant. Alors là, forcément, c'est un petit peu palo. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous avez à peu près 140 produits comme ça qui ont été arrêtés par Google. Donc Google essaie sans arrêt d'inventer de nouvelles façons de collecter un maximum d'informations. Et même quand vous n'êtes plus sur Google, vous êtes encore sur Google. Parce que là, on était sur le Google visible. Est-ce que vous connaissez Google Analytics? Non? Google Chrome? Non. Alors Google Analytics, c'est un outil de statistique pour site web. Donc, en gros, à quoi ça sert? Ça permet aux webmasters, aux personnes qui maintiennent un site, de savoir combien il y a de personnes qui viennent par jour sur le site, qu'est-ce qu'elles ont vu comme page. Et ce moteur cet outil de statistique, c'est parmi les meilleurs, encore une fois, outils de statistique qui existent, qui est complètement gratuit, et qui a le monopole en France. Donc 70% des sites en France en 2014 utilisaient Google Analytics. Aujourd'hui, vous avez encore SNCF.com, métropole-rouen-normandie.fr, réseauestus.fr, onvasortir.com, rouen-tourisme.com, musée-rouen-normandie.fr, etc. Bibliothèque de Rouen. La liste est longue. C'est installé par de nombreux prestataires, c'est-à-dire que en tant que collectivité, par exemple, la ville de Rouen, quand elle achète un site web à un prestataire, généralement le prestataire lui installe d'emblée Google Analytics sur le site. Mais c'est juste des nombres, c'est pas vraiment l'information. Quand vous dites statistiques, c'est juste le nombre de personnes qui sont connectées aussi. Le truc, c'est que, effectivement, on sait un petit peu qui vient sur le site. Donc, pour la personne qui possède le site, on va dire. La personne qui possède le site, c'est qui vient, quand, quelles pages sont visitées, combien de temps elles sont visitées, etc. Pour Google, là, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous êtes allé sur sncf.com, si vous êtes allé par exemple sur rouen-tourisme.com et qu'ensuite vous allez sur sncf.com, peut-être que vous cherchez à vous déplacer là-bas. En fait, en croisant les informations qui peuvent paraître aussi anodines que possible,
vous allez pouvoir tirer énormément de conclusions. Alors c'est toujours des statistiques, c'est toujours en pourcentage de probabilité, sauf que quand vous avez un pourcentage de probabilité de l'ordre de 70%, 80%, ça vous coûte très peu de pousser de la pub. Voilà. Et son omniprésence donc, permet à Google de suivre les internautes à la trace. Et alors surtout, oui, Google sait quand vous êtes sur le site porno, combien de temps vous y avez passé et combien de temps est-ce que vous avez regardé. Donc vos préférences. Tout. Un exemple de site, on va parler de Airbnb, ça c'est le site Agora Store qui est utilisé par la ville de Rouen pour vendre du matériel dont elle n'a plus l'usage. Et dessus, on va retrouver, donc, quand vous y allez, vous savez que Criteo, Facebook, Google Analytics, WebTracker, Alexa Matrix et Apito, toutes ces sociétés-là savent que vous êtes sur ce site-là. Et ça, c'est une prestation qui a été achetée par la ville et sur laquelle on n'a pas trop de possibilités d'influer. Les Google Fonts, alors pour les personnes qui vont faire le graphisme d'un site web. Bien souvent, on va chercher à utiliser des polices de caractères pour rendre le site un petit peu plus sympa. Et Google vous propose plus de 900 fonts gratuites, puisqu'il y a des polices de caractères qui sont payantes, et en plus complètement prévues sur le web, hébergées par Google. Et donc ça veut dire que quand vous visitez un site qui utilise une Google Font, ben Google sait que vous visitez ce site-là. Alors, petite explication sur comment ça fonctionne. Quand votre navigateur, quand vous vous connectez sur un site web, donc là vous utilisez le Firefox, hein, peu importe le navigateur, tout fonctionne pareil. Donc le navigateur va dire salut exemple.com, moi c'est le Firefox d'Emily, je voudrais la page jolie.html. Le serveur exemple.com dit salut Firefox Emily, ici c'est exemple.com. Tiens, j'ai trouvé la page jolie.html. Et le serveur exemple.com retient que tel jour, telle heure, le Firefox Emily a demandé jolie.html. Jusque là, ça va. Le Firefox reçoit la page, analyse la page et se dit ah, la page a besoin de la fonte Roboto de chez Google. Donc, le Firefox, dans la foulée, va aller voir Google et va lui demander je voudrais la fonte Roboto pour jolie.com de exemple.html. Et Google, très gentil, salut Firefox d'Emily, c'est Google, voici la fonte Roboto. Et bien sûr, Google enregistre que Emily a visité jolie.html sur exemple.com. Encore une autre façon d'attraper une personne. Vous avez aussi des fichiers qui peuvent être directement utilisés par les développeurs. Donc là encore, c'est très facile pour le développeur à installer, donc il ne se gêne pas en temps normal. Vous avez Google AMP. Alors Google AMP, c'est une technologie qui fait un peu tiquer tous les producteurs de journaux, parce que c'est une technologie que Google a mis au point pour vous permettre de charger très rapidement les pages d'actu sur votre téléphone. Alors en gros, pour accélérer, le principe c'est de simplifier le document, de le stocker chez Google et de le donner à la place du site web, du site d'actualité. Donc encore une fois, Google sait que vous allez visiter telle page d'information. Et ça se trouve, le site d'actualité n'est même pas au courant que ça a été fait, puisque c'est complètement court-circuité par Google. Je pense que vous avez déjà vu aussi ces petites choses-là de temps en temps, où on vous demande de sélectionner toutes ces images qui, en gros, soit ressemblent à un chat, ou la partie de l'image qui a un feu rouge dessus. Et bien là, vous êtes même en train d'entraîner l'intelligence artificielle de Google à reconnaître des images. Tout bêtement. C'est-à-dire qu'ils ne se cassent même pas la tête à avoir des personnes chez eux pour entraîner l'intelligence artificielle. Et encore, donc là, vous avez vu que la liste est déjà longue, mais il y en a plein d'autres.
y a plein de façons de services de Google qui permettent à Google d'obtenir des infos sur vous. Il y en a aussi d'autres. Et encore là, je vous passe les détails. Et bon, par contre, vous ne faites pas d'illusions, c'est la même chose chez les autres. Amazon, Apple, Facebook, LinkedIn, Instagram, Microsoft, font tous la même chose. Alors, dans tout ça, comment savoir ce que Google sait de vous? Alors, ce que Google prétend savoir de vous, il y a ce qu'on appelle le Google Dashboard. Donc, quand vous vous rendez sur cette adresse-là, vous voyez au compte .google.com/dashboard, et que vous vous connectez avec vos identifiants, bah Google va vous dire tout ce qu'il sait de vous. Vous pouvez même télécharger les informations. Donc vous allez avoir pas mal de... Vous pouvez récupérer tous vos itinéraires, vous pouvez même télécharger tous vos mails, par exemple pour passer à un autre fournisseur. On peut aussi bloquer les pisteurs. Alors, vous avez un logiciel qui s'installe dans les navigateurs, principalement sur les ordinateurs de bureau, qui s'appelle uBlock Origin. On insiste bien sur le mot origine. Et lui, il est chargé justement de bloquer le maximum de choses, alors qui viennent de Google, qui viennent de Facebook, qui viennent de Twitter, qui viennent de tout ce que vous voulez, pour éviter justement que vous soyez pisté. Et en plus, vous avez un gain à utiliser ce logiciel-là, puisque votre ordinateur va vous remercier au niveau du processeur, donc votre ordinateur va moins chauffer, votre mémoire sera moins utilisée, et votre connexion Internet aussi. Donc si vous êtes sur de la 4G avec un volume de données Internet limité, ça c'est un très bon outil pour limiter. En moteur de recherche, alors, vous n'aurez pas la même qualité de pertinence des résultats que sur Google. Mais pour la plupart des recherches, Quant, pour tout ce qui est français, et DuckDuckGo, pour tout ce qui est anglais. Donc ce sont deux moteurs qui ont pour ambition justement de ne pas passer leur temps à collecter les données des utilisateurs. Vous avez aussi l'association Framasoft qui a lancé le projet Dégooglisons Internet et qui vous propose plein d'alternatives à la plupart des outils Google. Donc, que ce soit des alternatives pour les cartes, que ce soit pour le mail, que ce soit pour le Google Docs, etc. Vous avez donc une liste assez énorme de solutions gratuites, libres, directement accessibles sur leur site. Pour des besoins plus techniques, vous avez les chatons. Alors les chatons, ce sont des personnes qui vont mettre à disposition des serveurs web, des programmes, des espaces. Donc ça s'adresse à des personnes un peu plus poussées au niveau technique, mais qui peuvent bénéficier justement de ce réseau de partage. Pour les applications de vos téléphones, vous pouvez aller sur Exodus Privacy. Alors Exodus Privacy, c'est un site web qui va analyser et récupérer toutes les informations et détecter tout ce que les applications peuvent récupérer de vous. Donc, par exemple, sur Réseau Astuces, l'application, si vous l'avez installée, on vous dit que voilà, ça utilise Google Ads, Google Analytics, etc. Donc là, quand vous installez l'application Réseau Astuces, vous savez que vous êtes chez Google. Et pour le coup, là, il n'y a pas de uBlock Origin pour empêcher ça. Malheureusement, vous êtes obligé de l'avoir. Alors, il y a des tentatives d'alternatives à Android, mais qui ne sont pas du tout simples à mettre en œuvre, même pour quelqu'un qui s'y connaît. En plus, vous avez une expérience utilisateur, donc vous avez plein de petits trucs qui ne sont pas aussi, autant de sources que sur Android. Vous avez peu de personnes vers qui vous retournez si vous avez des problèmes.
Donc, oui, il y a des alternatives, mais c'est pas encore au point. Et si vous devez militer pour des sites web qui utilisent Google Analytics, il existe un logiciel qui s'appelle Matomo, qui permet donc d'avoir des statistiques un petit peu à la façon de Google, mais est complètement hébergé sur votre site web. Ça, c'est ce qu'utilise le site de la ville de Rouen. Donc, le site web principal de la ville de Rouen cherche à éviter que vos données à caractère personnel soient récupérées par d'autres sites web. Et alors, dans tout ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler du RGPD? Ouais. Vous savez ce que c'est? Règlement général de protection des données. Donc c'est un règlement européen qui a été transposé dans la loi française, qui est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Donc il y a bien deux mots, traitement et données à caractère personnel, mais qui est là aussi pour permettre leur libre circulation. C'est pas là pour complètement interdire les Google et les Facebook. Alors le petit distinguo, c'est que des lois sur les données à caractère personnel, on en a déjà depuis les années 70, la loi informatique et liberté. Sauf qu'auparavant, quelqu'un comme Google ou comme Facebook, pendant un moment, il risquait 150 000 € d'amende. Voilà. Ensuite, un petit peu avant le RGPD, c'était monté à 3 millions. Là encore, c'était pas énorme. Et là, ça commence à être à 20 millions avec le RGPD. On est déjà sur des chiffres un petit peu plus élevés. Et en plus, contrairement à ce qui n'était pas possible avant, il est possible de faire un recours collectif, donc de monter des associations pour aller devant les tribunaux. C'est un règlement qui n'est pas une directive. Quand on entend directive au niveau européen, en gros, ça veut dire que ce serait bien de faire ça. Le règlement, c'est une obligation légale. Donc en France, c'est la CNIL qui s'y colle. Et comme je disais tout à l'heure, donc ça fait 40 ans en fait, que la CNIL s'intéresse au sujet. Donc ça a commencé en 78. En 95, il y avait la directive, comme je disais tout à l'heure, ce serait bien deux. En 2009, le paquet télécom, la loi pour une république numérique, et en 2018, vous avez le RGPD qui arrive. Donc il a pousse encore un petit peu les choses. En 2016, c'était 7700 plaintes traitées par la CNIL, de diffusion de données à caractère personnel, de spam, de vidéosurveillance. Et au fur et à mesure, les effectifs de la CNIL s'étoffent. Donc ils font des contrôles sur place, en ligne ou sur pièce. Alors quand on entend traitement, ça c'est pour que ne pensiez pas qu'on est complètement démuni face à des Google ou des Facebook. Toute opération, donc que ce soit de la collecte, de l'extraction, de l'organisation, du rapprochement, de la modification de l'enregistrement, de la communication, enfin, tout ce qu'on peut faire avec une donnée à caractère personnel, que ce soit manuel, automatisé, ponctuel ou régulier. Donc même si vous le faites pour vous, chez vous, dans votre coin, vous êtes quand même tenu de respecter le RGPD. Les données à caractère personnel, c'est toute information permettant d'identifier une personne. Alors ça n'a pas besoin d'être forcément une photo ou un nom ou un prénom. À partir du moment où les données vous permettent d'identifier la personne, vous rentrez dans ce cadre-là. Vous avez déjà eu, par exemple, une chaîne de télé qui avait fait un reportage sur une personne et qui avait filmé cette personne chez elle. Donc qui avait filmé, la personne était interviewée, et pour anonymiser, ils avaient complètement flouté la personne. Donc effectivement, on ne reconnaissait pas la personne. Sauf que pour ceux qui connaissaient la personne, ils reconnaissaient l'intérieur. Donc ils savaient pertinemment de qui il s'agissait. Ça, c'est une donnée à caractère personnel. Donc, photo d'identité, numéro de contrat, empreinte digitale, profession, sexe, âge. C'est très très varié. Et
Le RGPD, normalement, demande le consentement, obligatoire, explicite et facile à comprendre. Donc quand vous êtes face au CGU, aux conditions générales d'utilisation de Facebook, qui font 3 km de long, qui sont écrits en tout petit, auxquels on ne comprend pas grand-chose, ça ne rentre pas dans le cadre du RGPD. Et il y a déjà des associations qui profitent du RGPD pour justement intenter un procès à Facebook ou à Google, parce que justement les conditions d'utilisation ne sont pas claires du tout. Il faut que les finalités soient déterminées. Donc quand on vous demande vos données, normalement il faut qu'on vous dise voilà ce qu'on va en faire. Et on pourra juste en faire ça. La durée de conservation, il faut qu'elle soit limitée et raisonnable. On n'a pas le droit de conserver le fait que vous ayez fait, je ne sais pas, une demande d'acte d'état civil. On n'a pas le droit de la conserver pendant 10 ans. En gros, on a besoin de la conserver le temps de la traiter. Et quelques jours après, pour pouvoir revenir sur un cas, s'il y a une contestation ou autre. Mais au-delà, on est illégal si on conserve ces données-là. Il faut minimiser, donc on n'a pas le droit de vous demander plus de données que ce qui est nécessaire. Donc typiquement, quand vous allez dans un magasin et qu'on vous demande d'où vous venez, c'est pas légal. Oui, mais ce n'est pas légal. Et en plus, les sociétés doivent assurer que vos données sont protégées. Alors vous avez droit donc, à l'information, savoir ce qu'on va faire justement de vos données. Vous avez le droit d'y accéder. Normalement, vous avez le droit de demander quelles sont les informations que vous avez. Donc si vous voulez demander à la ville de Rouen toutes les informations qui vous concernent, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de demander la rectification, donc si vous voyez des erreurs dedans, de demander l'effacement, de demander la limitation d'un traitement de données, de demander à ce que ces données-là soient transférées chez une autre mairie ou un autre service, et vous avez le droit de vous opposer au traitement. Alors, ce sont des droits qui sont limités par la liberté de la presse. Vous ne pouvez pas, si vous êtes sur un sujet d'actualité, vous ne pouvez pas arguer du RGPD pour dire aux journalistes qu'il n'a pas le droit de récupérer certaines informations. La liberté d'expression, les besoins légaux et contractuels. Donc, vous ne pouvez pas empêcher votre assurance d'avoir certaines informations sur vous. Et la sécurité et intérêt du pays. Donc ça c'est très très vague. Et ça dépend complètement des lois antiterroristes. Et donc pour ça, vous avez dans chaque entreprise qui collecte ce genre d'informations un DPO, en français un DPD, délégué à la protection des données. Il y en a un à la ville de Rouen. Et contrairement à avant, où avant on devait signaler à la CNIL, voilà, on a telles informations, on a telles données dans nos fichiers, là aujourd'hui c'est plus le cas, on doit juste être en mesure de prouver qu'on respecte ce règlement. Il doit retenir donc ce DPO, il doit avoir un fichier dans lequel il a tous les traitements qui sont faits, à quoi ils servent, où est-ce que les données sont conservées, les durées, etc. Et le responsable donc des données, donc, par exemple la ville de Rouen, doit s'assurer que les données sont protégées même au sein de la mairie. C'est-à-dire que, par exemple, moi en tant qu'agent travaillant à la communication, je n'ai pas le droit d'accéder, par exemple, aux fichiers des usagers de la bibliothèque. Alors ça vous paraît peut-être évident, sauf que, avant, c'était pas le cas. Et aussi, donc, on doit atteindre le meilleur niveau de protection, en fait, par défaut. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être une démarche explicite. Ça doit être vraiment automatique. Donc le responsable doit vous informer du traitement dont vous allez être l'objet. Alors malheureusement, ça s'est transformé ces dernières années,
sous forme de bandeau. On a des cookies, est-ce que vous dites oui ou est-ce que vous dites non? Ce qui ne vous avance pas plus, et généralement vous faites oui parce que vous en avez marre. Normalement, voilà, il devrait fournir des informations de façon concise, transparente, compréhensible, aisément accessible, en des termes clairs et simples. Et en tant que quand la quantité de traitant est donnée là, on doit donner notre identité, les coordonnées du responsable, la base juridique du traitement, les destinataires, etc., etc. Et aussi vous dire ce que vous avez le droit de faire à vos données et comment vous pouvez le faire. Donc vous devez dire, on doit vous dire normalement que vous avez le droit de retirer votre consentement, vous avez le droit d'introduire une réclamation, normalement sur tous les sites vous devez avoir une page spécifique pour ça. Le caractère de la collecte, l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, donc ça concerne tout ce qui est Google Analytics, et les autres finalités. Merci d'avoir tenu jusque-là. Et pour ceux qui veulent, il y a quelques pages de liens après. Voilà. Donc si vous avez des questions... Pourquoi le gouvernement nous envoie sur Facebook et Twitter, sur ces sites? Alors, et puis que la ville de Rouen, Rouen Métropole, on ne devrait pas nous envoyer sur Facebook et Twitter. On nous propose de communiquer. Moi je dis qu'on nous laisse la liberté d'y aller personnellement, mais que les sites de l'État... Est-ce que vous avez un exemple précis? Parce que j'ai un exemple, je me suis abonné à un site du gouvernement qui me donne des liens pour aller sur les nouvelles lois et tout. J'y suis encore allé ce matin, je reçois au moins 2 par semaine. Je sais la date des vacances et autres, je sais des nouvelles lois, le prix du taxi à Paris, etc. Bon, et donc j'envoie des messages quand je m'intéresse à l'autre, mais on m'envoie sur Facebook et Twitter. Alors moi je trouve pas ça normal. Alors moi, vous avez peut-être moins de moyens d'agir, moi je veux dire plus, parce que compte tenu de vos connaissances et puis voyons, mais là, donc en fait, on nous, alors, sous prétexte de liberté qu'on nous laisse y aller nous-mêmes, mais il ne faut pas qu'on nous fasse de la publicité pour qui ne respectent pas les lois de la française de la CNIL. Après, moi je trouve que c'est inadmissible. Vous avez normalement, après, il faut que ça puisse rentrer déjà dans le quotidien de tous ceux qui font ces sites-là. Et ça prend du temps. Mais alors, donc, quand même, ils ont laissé la possibilité d'envoyer un message en messagerie à 5 personnes. Alors moi, je fais des copies, et puis j'envoie moi-même à ce qui je veux. Parce qu'il y a une limite à 5 personnes. Sinon, on est dans les réseaux sociaux, hein, et Facebook et Twitter. Il y a les seuls qui sont les deux. Et puis Rouen Métropole, vous irez, puis la ville de Rouen aussi. Oui, alors Rouen et Rouen Métropole. Alors à Rouen, c'est... Oui, non, mais on vous envoie sur Facebook et Twitter. Ah oui, bien sûr. Moi, j'y suis... C'est bizarre parce que la seule chose que l'on fait, à ma connaissance, à ma connaissance, la seule chose que l'on fait, c'est que nous, on va communiquer sur Twitter ou sur Facebook pour mettre des liens qui pointent ensuite vers nos sites. Oui, on nous envoie sur Facebook, mais on n'a pas fait de la publicité. Non. Oui, il faut cliquer dessus, je suis bien d'accord. Non, c'est pas ça ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui sont avant tout sur Twitter, il y a des gens qui sont avant tout sur Facebook, et quand on a une information à transmettre, on met l'information sur le site web de la ville, et ensuite on envoie des messages sur les... Nous, c'est sur l'écran. Moi, je dis que c'est comme ça. Moi, c'est sur mon écran. Et on me propose de communiquer, d'envoyer aux autres. Alors, sur le site de la ville de Rouen, non. Oui, mais Rouen Métropole, oui. Après, donc moi, je trouve communiquer sur Facebook, on nous met des lois avec des amendes, mais on fait de la publicité. Alors moi, non. Alors c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudrait créer un autre réseau. Un réseau européen, et puis, ou français, mais pas avoir un réseau social. Alors moi, il y a un truc, je voudrais bien des explications. Oui, mais je laisse pas dire. Merci.
Si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas. Les algorithmes, c'est quoi? Les algorithmes. Alors, un algorithme. Vous avez, encore une fois, une espèce de... Je parlais de glissement sémantique tout à l'heure. Oui. Pour un informaticien, pur et dur, un algorithme, c'est une suite d'étapes. Une suite d'étapes à exécuter pour aboutir à un traitement. D'accord. Typiquement, l'algorithme le plus simple que vous pouvez connaître, c'est une recette de cuisine. La recette de cuisine, elle va vous dire, voilà, vous préparez 5 œufs, 3 litres de lait, etc. Je dis des bêtises. Ensuite, vous mettez ça là-dedans, ensuite vous mettez ça là-dedans, etc. Vous avez une liste d'étapes à accomplir. Typiquement, c'est un algorithme basique. D'accord. Après, vous avez des algorithmes de plus en plus complexes pour faire des tâches plus complexes, comme par exemple trier des informations. Oui. Vous avez des algorithmes pour trier des informations. Alors, le glissement sémantique, il a lieu parce que, justement, vous avez beaucoup de sociétés comme Google qui vont mettre au point des algorithmes de plus en plus complexes qui ont tendance à se comporter de façon naturelle, entre guillemets. Donc d'avoir des comportements plus proches de l'humain que du robotique. D'accord. Quand vous voyez le mot algorithme dans la presse... C'était mathématique, moi, je pensais. Alors, il y a une, oui, il y a une notion mathématique. Je pensais aux maths, quoi. Oui, mais alors le mot algorithme vient d'un mathématicien arabe, Oui. parce que effectivement la base de l'algorithme, la suite d'étapes, c'est quelque chose de mathématique. Oui, je sais ce que c'est. D'accord. Donc, c'est ça. J'avais une question sur le Google Voice en fait. Ma question c'est la voix, parce qu'on peut faire des recherches localement, c'est ça? Et peut-être que je l'ai compris, mais... Ça va même plus loin, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de prendre votre calculatrice, vous faites OK Google, combien ça fait 2 plus 2? D'accord. Ça, on l'a bien. Voilà. Mais la question c'est, est-ce que, parce que j'ai cru comprendre que ça continue à surveiller la voix de la personne qui parle, même si le téléphone, même s'il est sorti de l'application? Pour pouvoir vous répondre quand vous posez la question. Ouais. Il n'y a pas 36 solutions, il faut que le système vous écoute en permanence. Pour qu'à un moment donné, il repère OK Google, et hop, il se met en action. C'est fou. Mais c'est comme vous, regardez, quand on vous parle, à un moment donné, vous entendez, vous écoutez en permanence pour savoir quand est-ce que vous allez pouvoir parler, si on s'adresse à vous, etc. Pour un ordinateur, c'est pareil. En résumé, vous nous conseillerez quoi pour être pas trop Googleisé? On est foutu en fait. Oui. Alors, comme je vous disais, à partir du moment où vous naviguez sur Internet, comme 70% des sites en France utilisent Google Analytics, si vous n'avez pas d'outils comme uBlock Origin, forcément Google vous a déjà identifié. Alors, je vais prendre une question précise.